La Gestapo évoque encore aujourd'hui la terreur et l'arbitraire. C'est le puissant bras armé du régime nazi chargé d'identifier les individus considérés comme indésirables. Toutes les dictatures ont une police politique, des outils de répression. Sinon, ce ne seraient pas des dictatures. Dès les années 30, ce terme-là est connu dans le monde entier. Ce qui vous montre à quelle vitesse cette police a acquis une réputation, pas seulement dans les frontières allemandes, mais à l'étranger. L'efficacité de la Gestapo est-elle réellement à la hauteur de cette réputation? Quelles sont ses méthodes, son organisation, ses moyens? Doté de pouvoirs extraordinaires, le service dispose également de policiers compétents et bénéficie de la complicité des citoyens allemands qui dénoncent à tour de bras. Si c'est un crime qui est lié à une interaction sociale, comme la critique du régime ou la sympathie envers les juifs, alors la dénonciation venant des citoyens est absolument fondamentale. Au fur et à mesure de l'agrandissement du Troisième Reich, la Gestapo va être appelée à jouer un rôle clé dans la déportation et les massacres des Juifs. Ce dossier documente le sort d'un homme juif, Herbert Israel Kerngut, qui est décrit par la Gestapo comme un juif typique. Et ce sont eux qui décident du moment et du nombre de juifs à déporter. Des listes sont établies. D'abord 150 000, puis 50 000 autres. Si on est arrêté, on va mourir et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est la situation des enfants juifs pendant la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre, dans l'Europe entière, la Gestapo persécute les populations avec de plus en plus de brutalité, basculant dans un flicage et une violence qui frôlent l'absurdité. J'estime qu'à peu près le nombre d'arrestations pour le seul département de la Moselle, c'est à peu près 20 000 personnes. Ce qui est absolument gigantesque, c'est plus que le nombre de personnes arrêtées dans toute la région Normandie. Donc il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à des gens qui sont investis d'un pouvoir dont ils usent et ils abusent abondamment. Grâce à des analyses de dossiers d'archives, accompagnées par des experts et des images d'évocation, plongés dans les rouages de la police, la plus redoutée du régime nazi. Janvier 1933. Adolf Hitler est nommé à la tête du gouvernement de la République démocratique de Weimar. La société allemande est alors minée par la violence. Les tensions politiques se règlent dans la rue à coups de poing ou de matraque, et les communistes représentent le premier ennemi de l'État. Le parti nazi s'est lui aussi illustré avec éclat dans l'utilisation de la violence comme arme de persuasion. Et tout le jeu des nazis à partir du début des années 30 va être de trouver les bons appuis, notamment chez les conservateurs, face à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Profitant de la désunion de la gauche allemande, Hitler apparaît justement comme un rempart contre les communistes. Mais les nazis sont alors minoritaires au gouvernement. En fait, les nazis, quand ils arrivent au pouvoir en 1933, ont divers opposants face à eux. Mais il y a d'une part les opposants qui sont leurs ennemis, à savoir ceux qui viennent de gauche ou qui sont démocrates, et d'autres opposants qui incarnent des courants de la droite dure ou de l'extrême droite allemande. Pour devenir majoritaires et asseoir leur pouvoir, ils vont tout faire pour gagner les élections législatives de mars 1933. Hitler a alors les mains libres pour prendre le contrôle de l'État, détruire la République et établir le Troisième Reich. Une dictature à son image, arbitraire et paranoïaque, dont la violence va s'abattre contre tous ceux qu'il considère comme des ennemis. La chasse aux communistes commence, menée par différentes organisations, les différentes polices allemandes, mais aussi par les milices du parti nazi, dans une grande confusion. On va avoir quelque chose de relativement inédit dans l'histoire, où l'État va se dédoubler. Il y a l'État avec ses agents, ses fonctionnaires, donc un État nazi, mais en même temps, on a le parti nazi qui met en place tout un ensemble de structures qui sont en concurrence ou qui complètent l'État. Le parti nazi s'appuie sur deux milices complémentaires et concurrentes. La SA a été créée dès 1921 et son chef Ernst Röhm est un fidèle de la première heure. Depuis 1930, les SA sont passés de 100 000 hommes à près d'1 million. Des gros bras, des hommes plutôt populaires, à qui Röhm promet la révolution anticapitaliste. En face, les recrues de la SS. Passés de 280 membres en 1928 à environ 52 000 en 1933, ces hommes s'opposent à ceux de Röhm. Moins nombreux, sélectionnés sur des critères pseudo-ariens, formés à l'idéologie nazie. Des fanatiques. À leur tête,
Heinrich Himmler. Quand le rideau se lève sur l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, il est le chef des SS, qui sont encore sous le contrôle d'Ernst Röhm et des SA à l'époque. Mais les nazis sont désormais à la tête d'un État. Or, traditionnellement, les États disposent d'une police politique dont le rôle est d'identifier les groupes qui sont des menaces potentielles contre cet État. Quelques mois plus tôt, la police politique de la République de Weimar enquêtait sur les communistes et les nazis. Elle va passer sous le contrôle de ces derniers. Toutes les dictatures ont une police politique, des outils de répression. Sinon, ce ne seraient pas des dictatures. Le 26 avril 1933, c'est l'acte fondateur d'une des plus importantes organisations criminelles de l'histoire. Un autre des proches d'Hitler, Hermann Göring, place la police politique sous son autorité directe et crée la Gestapo, la police secrète d'État. Tout d'abord, Göring n'a pas mis en place de nouvelles forces de police. Il a simplement pris la police politique de la République de Weimar et l'a rendue indépendante. Avant, elle faisait partie d'une force de police plus large. Ce fut le premier pas. Il garde l'essentiel des équipes, des policiers expérimentés, méthodiques, qui ont un savoir-faire précieux et des dossiers déjà constitués sur les communistes. Entre-temps, les nazis ont transformé une disposition de la loi allemande, rendant possible l'arrestation arbitraire de n'importe qui sur simple suspicion. C'est la Schutzhaft, ou détention de protection. Utilisée indistinctement par les SA, les SS et la police, elle permet l'arrestation de milliers d'opposants politiques. Les prisons dégorgent. Où interner ces personnes? La Schutzhaft va de pair avec son complément logique, les camps de concentration. Le tout premier, Dachau, est ouvert le 20 mars 1933, quelques semaines à peine après l'ascension d'Hitler. Juste après la prise de pouvoir par les national-socialistes, la SA a constitué sa propre sphère de pouvoir, avec des camps de concentration sauvages pour les opposants politiques. Vanté par la propagande du régime, le but officiel du camp est d'offrir une rééducation aux prisonniers, dans de bonnes conditions et dans le respect des détenus. Le but était justement de faire croire aux gens « ce n'est pas si grave ». On pouvait y aller, on pouvait le visiter, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le camp était présenté comme étant exemplaire. Un camp dans lequel bien sûr tout le monde mangeait à sa faim, dormait fabuleusement bien et ne travaillait pas si dur que ça après tout. La réalité est tout autre, et les camps sont remplis en quelques mois, au point que ceux-ci ne peuvent plus accueillir les détenus. Il faut sans cesse en créer de nouveaux. Malgré cette confusion, c'est un système qui s'est révélé très efficace pour écraser toute opposition organisée. On compte près de 200 000 personnes passées par le système concentrationnaire, rien que pour la Prusse, à la fin de l'été 1933. Mais entre les SA et les SS, les tensions s'exacerbent. D'abord, il y a 1933 et la prise du pouvoir, et ensuite, il y a à l'intérieur du pouvoir la prise du pouvoir par les SS, qui est une deuxième étape et qui n'était pas écrite d'avance. Himmler veut jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la vision d'Hitler, la création de cette communauté du peuple. Et la première chose à faire, c'est simplement d'avoir assez de pouvoir pour monter sur scène. Himmler a confié à son bras droit, Reinhard Heydrich, la création en 1931 de son propre service d'espionnage, le SD, ou Service de sécurité de la SS, qui va collecter des informations sur les opposants à son organisation, y compris chez leurs camarades du SA. En 1934, Himmler obtient l'occasion tant attendue. Röhm est devenu gênant pour Hitler. Ses méthodes brutales embarrassent les conservateurs et ses ambitions gênent la Wehrmacht, l'armée allemande. Une alliance de ces forces conservatrices renverserait le pouvoir. Le chancelier n'a plus le choix. Il lui faut se débarrasser de son vieil ami. Himmler s'allie donc à Göring, s'appuyant sur les fiches du SD et les méthodes de la Gestapo pour inventer un complot du chef des SA contre Hitler. Le 29 juin 1934 commence la nuit des longs couteaux, qui va en fait durer plusieurs jours. Des centaines de membres du SA sont arrêtés et mis à mort. Ernst Röhm est assassiné dans sa cellule.
La SS devient extrêmement importante et la SA est décapitée. Il y avait ces listes d'adversaires potentiels du national-socialisme. Et c'est probablement Heydrich qui a finalement décidé qui devait ou ne devait pas être abattu. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Heydrich qui cochait lui-même les noms sur cette liste. Débarrassés de leur rival, Himmler et Göring se partagent les profits. Göring s'est alors entièrement concentré sur le domaine économique, le plan quadriennal et l'armée de l'air, des fonctions plus prometteuses. Himmler est le grand gagnant de la confrontation. Il récupère le commandement de la Gestapo, ce qu'il reste des SA, et deviendra en 1936 le chef de toutes les polices allemandes. Il continuera à concentrer de plus en plus de pouvoir jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Heydrich sera son bras droit, d'abord nommé à la direction effective de la Gestapo jusqu'au commandement opérationnel de ce monstre administratif. C'est vraiment le meilleur technocrate du Troisième Reich, ou l'un des meilleurs. En tout cas, c'est l'homme qui va construire tout l'édifice répressif pour la SS. L'événement envoie un message très clair. Dans un État qui achève sa mue nazie, c'est la mort pour ceux qui ne se conforment pas à l'idéologie au pouvoir. Heydrich met fin à la confusion des premiers mois. En tant que police politique, c'est à la Gestapo d'identifier les ennemis du régime nazi. En 1934, elle obtient le monopole de la Schutzhaft. La détention de protection permettait donc à la Gestapo, et à partir de 1934 seulement à la Gestapo, la police secrète d'État, de placer des individus en garde à vue sans qu'une quelconque infraction n'ait été commise. Le soupçon est un motif suffisant pour agir. Et surtout, aucun recours n'est possible devant la justice. Et c'était là l'objectif premier des national-socialistes, et de Himmler en particulier. Mettre la Gestapo, la police politique, hors de portée du contrôle de l'État et ne pas la soumettre à un contrôle juridique. Et grâce à cette prérogative de pouvoir arrêter, torturer et emprisonner des gens, le pouvoir de la Gestapo a augmenté de façon extraordinaire. En 1935, le premier objectif est atteint. 600 000 communistes sont arrêtés et 2000 tués dans des camps de concentration dirigés par les SS. À la fin 1935, sur les 422 cadres du Parti communiste en poste en 1933, 219 sont en prison, 125 en exil, 24 ont été tués, 42 ont démissionné et seuls 12 sont en fuite. Et donc, quand ce fut terminé, en 1935, la résistance communiste était pour ainsi dire écrasée. Et il n'y en avait pratiquement pas d'autres. Et à ce moment-là, la vraie question c'est « et maintenant ?» Alors on décide qu'il ne s'agit pas seulement des opposants politiques, mais aussi de tout ce qui s'éloigne de l'image du citoyen allemand désiré, à rien, en bonne santé, aux convictions national-socialistes. La Gestapo va dorénavant traquer les juifs, les gitans, les handicapés, les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les marginaux. Elle va organiser ses sections en fonction de la nature des individus. L'organisation interne de la Gestapo reflète la vision qu'elle a de la société allemande. Et l'objectif était que la Gestapo devienne une sorte de médecin pour le corps du peuple allemand. Donc le peuple allemand devait être libéré de tous les éléments qui le dérangeaient politiquement, mais aussi biologiquement. Et c'était une toute nouvelle mission. Une mission considérable, alors que la Gestapo n'a que peu d'effectifs. Au début de la prise de pouvoir, la Gestapo comptait 50 employés en Prusse, c'est presque rien. Et ensuite, les effectifs vont atteindre les 1000 ou 2000 personnes. Si vous faites le calcul, dans une ville de plus d'1 million d'habitants, comme Hambourg, on va avoir peut-être 10 agents de la Gestapo. Mais grâce à la Schutzhaft, les arrestations et les détentions dans les camps se multiplient. À partir de là, se met en place l'outil le plus efficace de la Gestapo, la peur. Et c'est assez logique. Quand on a une si petite organisation qui doit surveiller un pays tout entier, on ne peut pas terroriser ou emprisonner tout le monde.
L'important, c'est que les autres l'apprennent et prennent peur. C'est le principe de la terreur. Et la Gestapo va savamment orchestrer sa puissance. Loin de l'image que pourrait donner son nom, la police secrète agit de manière publique, avec des bureaux dans presque toutes les villes du pays, accessibles à la vue de tous. Tout le monde savait où elle avait ses bureaux, et elle était dans l'annuaire téléphonique. Donc tout le monde connaissait son existence, et tout le monde savait comment la joindre si nécessaire. Au début, il y a eu plusieurs reportages qui sont parus dans des journaux allemands, commandés par la Gestapo, ou écrits par des journalistes, qui racontent la perfection et l'infaillibilité de la Gestapo, sa modernité, à quel point elle sait tout ce qui se passe, elle voit tout, rien ne lui échappe. C'est elle-même qui a créé ce mythe. Elle gagne l'adhésion de la société allemande car elle est présentée comme l'alliée du bon citoyen, du bon Allemand. Donc la propagande autour de la police politique vise à bien faire comprendre aux gens pourquoi on réprime et pourquoi on cible telle ou telle personne. Et ça permet à la plupart des Allemands de se considérer comme étant à l'abri de la terreur. 5% seulement de la population vit dans une peur constante et 17% connaît une peur occasionnelle. D'abord contre les communistes, puis contre les juifs ou les homosexuels. Lettres de dénonciation et messages anonymes à la Gestapo vont se démultiplier. Si c'est un crime qui est lié à une interaction sociale, comme la critique du régime ou la sympathie envers les juifs, alors la dénonciation venant des citoyens est absolument fondamentale. Quand on regarde les cas de critique du régime et de défaitisme, 58% de ces affaires proviennent de dénonciations de la population. S'instaure en Allemagne une véritable surveillance généralisée, dans laquelle le premier rôle est tenu par les citoyens eux-mêmes. La police politique est donc avant tout une police réactive. La plupart de ses interventions sont des réactions à des dénonciations. Le nombre d'affaires de la Gestapo était complètement ahurissant. On parle d'un retard de traitement standard dans 30 à 60% des cas. Ils avaient juste le temps de traiter les cas liés aux dernières priorités établies par Berlin. Les agents croulent sous les lettres de dénonciation. Car devant toute la puissance de la Gestapo, on dénonce bien plus que nécessaire. Il s'agit du dossier d'un jeune homme de 19 ans qui a été dénoncé par sa mère à la Gestapo. Et il est envoyé, comme une mesure soi-disant éducative, dans le camp spécial SS du camp de concentration de Inzert. Et il s'agit d'une copie certifiée de la lettre ou du rapport que la mère a adressé à la Gestapo en avril 1940. Elle dénonce donc son fils comme un, je cite, fainéant, et voit le fait de le remettre à la Gestapo comme un ultime recours éducatif afin qu'il puisse apprendre à travailler correctement. Elle écrit entre autres « Je me sens contraint de vous signaler que celui-ci, elle parle donc de son fils, a été absent du travail pendant plus d'une semaine et qu'il fréquente d'autres fainéants comme lui. Je suis veuve et toutes mes leçons et avertissements sont restés sans effet. Et je ne peux certainement pas laisser cette situation continuer ainsi. » Ensuite, il réussit à s'évader et il cherche refuge quelque part. Et comment pourrait-il en être autrement? Il rentre chez sa mère, qui ne voulait pas le dénoncer une seconde fois à la Gestapo, et qui a alors demandé au gardien de l'immeuble dans lequel elle vivait de bien vouloir informer la Gestapo que son fils était rentré à la maison, et que le mieux était de l'interpeller tôt le matin. C'est ce que fait la Gestapo, bien sûr. Et elle l'arrête donc une seconde fois et le renvoie en camp de concentration. Et c'est arrivé plus souvent qu'on ne l'imagine, que les dénonciations viennent de membres de la famille proche, la mère ou le mari par exemple. Et bien souvent, derrière, il y a des raisons personnelles. Il faut une organisation de fer pour trier et traiter ces dénonciations. Alors que Reinhard Heydrich gagne en pouvoir dans les années 1930, il délègue la gestion opérationnelle de la Gestapo à Heinrich Müller, un ancien policier de Bavière entièrement dévoué au respect de l'ordre. Heydrich trouve en Müller un allié, car il partage sa vision de la menace judéo-bolchevique. Et Müller y ajoute une immense expertise technique et une force de travail acharnée. Un fanatique des règles et de l'ordre pour gérer la Gestapo,
qui va codifier les rapports entre services, les procédures, les enquêtes. Tout sous l'égide de Müller est méticuleusement organisé. Une gigantesque bureaucratie se met en place. Il y a effectivement à l'origine un sens de l'organisation allemande, une volonté administrative, normée, notamment dans toutes leurs pratiques répressives, dans la manière dont ils enquêtent, dans la manière dont ils font les interrogatoires, la manière dont ils rédigent les rapports de synthèse, etc. C'est extrêmement normé, on a beaucoup de papiers. De nombreux documents qui se trouvent dans tel dossier de la Gestapo ont des couleurs bien précises. Les ordonnances de détention de protection sont d'un rose plus ou moins vif, et les avis d'arrestation sont rouges. D'un point de vue très pragmatique, c'est un moyen relativement simple de retrouver ces dossiers ou des éléments à l'intérieur. La police politique menée par les officiers de la Gestapo, fondamentalement, c'est de la paperasse et de la bureaucratie. La dernière étape de la professionnalisation de la Gestapo, c'est le recrutement. Heydrich, à la tête de l'organisation, recrute maintenant de jeunes diplômés universitaires, nationalistes et radicaux, qui ont une vision beaucoup plus idéologique. Ils sont tous souvent nationalistes, tous à peu près anticommunistes. L'antisémitisme est à des degrés plus ou moins variés. Cette inclinaison va être soigneusement travaillée. Sous couvert de stages et de séminaires donnés dans les écoles de police, les élèves officiers suivent de véritables formations idéologiques, très similaires à celles que suivent les membres des SS. Et à ce stade, ils doivent suivre une longue formation de 20 mois, qui mêle cours théorique et entraînement pratique. Heydrich a modelé à son image cette nouvelle génération qui va prendre progressivement le pas sur les policiers hérités de Weimar. Et c'est vraiment cette idée d'un corps de protection de l'État. C'est-à-dire que les SS ont injecté leur esprit de loyauté absolue et d'intransigeance dans toutes les institutions de maintien de l'ordre, qui doivent protéger le nouveau régime contre les ennemis intérieurs du peuple. Et le plus important d'entre eux, le peuple juif. Les humiliations, maltraitances et arrestations de juifs vont croissantes. Novembre 1938 marque un tournant tristement célèbre. Une attaque d'une violence et d'une échelle sans précédent. Ce qui est généralement appelé en France la nuit de cristal, en fait, c'est un terme nazi qui a été disqualifié depuis très longtemps en Allemagne et qu'on appelle le pogrom de novembre 1938. C'est que ça ne se déroule pas sur une nuit, ça se déroule à Berlin, par exemple, pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui nous montre pourquoi utiliser ce terme fait perdre de vue la réalité. Dans la nuit du 9 novembre, Müller fait parvenir un ordre secret à toutes les antennes de la Gestapo. Des mesures doivent être prises en vue de l'arrestation de 20 à 30 000 juifs sur le territoire. Durant la nuit du 10 novembre, la Gestapo reçoit l'ordre d'Heydrich de laisser faire les citoyens allemands. Au même moment, l'État fait savoir à la population que personne ne sera poursuivi pour les actes de violence commis à l'égard des juifs. On voit que l'État a contrôlé les violences, même s'il a voulu leur donner un aspect populaire, et que, même pas en sous-main, mais sur le devant de la scène, les polices et les différentes forces répressives opèrent et canalisent les opérations, aussi bien les violences que les arrestations. Au total, environ 30 000 juifs sont frappés par la Schutzhaft et déportés. Le rôle racial de la police politique est désormais officiel et va aller crescendo. Lena Haas nous montre les arcanes d'un dossier typique de la Gestapo. Ce dossier documente le sort d'un homme juif, Herbert Israel Kerngut, qui est décrit par la Gestapo comme un juif typique. Je le lis à voix haute, il est écrit à son sujet. Kerngut a l'apparence typiquement juive. Sa principale caractéristique est une attitude mensongère et insaisissable. C'est-à-dire qu'il est dépeint comme, et c'est écrit ici un peu plus bas, comme une personne incorrigiblement asociale, pour qui finalement la seule solution du point de vue de la société est d'être enfermé dans un camp de concentration. Ceci est l'ordonnance qui ordonne la mise en détention de protection de Herbert Kerngut et qui a scellé son sort. Après sa détention de protection par la Gestapo de Trèves, il est envoyé en camp de concentration et finit dans le camp de Mauthausen, où il mourra. Dès lors, la réputation de la Gestapo vis-à-vis des Juifs dépasse rapidement les frontières de l'Allemagne.
Les communautés juives d'Europe sont averties. Des hommes les traquent et les traqueront partout, sans relâche. Tout le monde connaît ce terme-là aujourd'hui, mais dès les années 30, ce terme-là est connu dans le monde entier. Ce qui vous montre à quelle vitesse cette police a acquis une réputation, pas seulement dans les frontières allemandes, mais à l'étranger. Alors qu'Hitler se tourne vers l'Europe, la Gestapo prend une toute autre dimension. En étroite coopération avec les services secrets, elle repère les élites influentes à l'étranger, établit des listes de l'Union soviétique à l'Angleterre et met en place des informateurs pour infiltrer les pays visés par l'invasion. Et on n'a pas attendu que ces pays soient militairement occupés pour les mettre en place. Ils existaient depuis bien plus longtemps. De sorte que la Gestapo a pu avancer, pour ainsi dire, directement derrière la Wehrmacht et procéder, grâce à ces informations, à de grandes vagues d'arrestations. En 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Pour garantir l'efficacité de la conquête, des unités mixtes formées d'agents de différents services sont mises en place. Leur nom, les groupes d'intervention, ou Einsatzgruppen. C'est, comme leur nom l'indique, des sortes de task force, comme on dirait aujourd'hui, des unités temporaires, et qui étaient toujours composées de 3 branches. Une branche Gestapo, pour la partie politique, une branche Kripo, pour la partie biocriminelle, et une branche SD, pour le renseignement, mais qui avait aussi une dimension idéologique. La Gestapo était l'organisation la plus importante. En l'absence de camps de concentration sur place, la sentence est expéditive. Les opposants sont emmenés dans des lieux discrets, regroupés et fusillés sommairement. Si l'on se place du point de vue des nazis, c'est en fait assez logique. Dans un pays que vous occupez, d'éliminer sans ménagement les opposants politiques et de mettre hors d'état de nuire ceux susceptibles de former des contre-pouvoirs et d'organiser une résistance. Cela ne peut pas être la mission de la Wehrmacht, car sa mission est de combattre l'ennemi militaire et d'occuper le pays. 1939. Après une élimination foudroyante des élites politiques et des opposants en Autriche, puis une seconde fois en Tchécoslovaquie, Hitler voit plus grand. Il vise la Pologne, puis tous les territoires de l'Europe de l'Est. La liste des opposants à abattre en Pologne, établie avant l'invasion du pays, comprenait environ 61 000 noms. La Gestapo va ratisser large. Des opposants avérés ou seulement soupçonnés, puis des groupes de civils de plus en plus nombreux, parfois des villages entiers, sont massacrés. Les Einsatzgruppen sont divisés en commandos, avec chacun une aire géographique à nettoyer. Leurs troupes se déploient successivement en Pologne, en Ukraine, Biélorussie, Serbie. Et aux assassinats des opposants s'ajoutent ceux des Juifs. Pour les Allemands, il est très facile d'identifier les Juifs puisque en Europe de l'Est, puisqu'il y a l'Est de l'Allemagne, les Juifs sont une nationalité. Il y a des quartiers juifs dans toutes les villes ou dans tous les villages de Pologne, de Biélorussie ou d'Ukraine. Et donc ça ne nécessite pas une recherche particulière. De manière extrêmement méthodique, les agents de la Gestapo et leurs collègues organisent l'industrialisation de ces fusillades. Les individus sont regroupés par milliers dans des forêts, d'immenses fosses, des champs, et fusillés par vagues, les uns sur les autres. Afin de suivre le rythme des invasions des troupes du Reich, les nazis envoient également des commandos similaires en Europe occidentale. Mais en juin 1941, Hitler rompt le pacte germano-soviétique. La Gestapo doit dorénavant s'attaquer à l'URSS, déclarée ennemie de l'Allemagne nazie. C'est l'affrontement avec la pire menace contre l'Allemagne, à savoir ce qu'ils appellent le judéo-bolchevisme. Cela conduit à une vague de massacres au cours de l'été 1941. Au départ, seuls les hommes juifs sont abattus, et bien sûr les communistes, même s'ils ne sont pas juifs. Et en août, Himmler, alors en déplacement sur le front,
décide que les femmes et les enfants juifs doivent également être assassinés, au motif que « sinon nous aurons la vengeance dans quelques années ». L'Europe de l'Est devient le théâtre de massacres systématiques qui prendront plus tard le nom de Shoah par balle. Les chiffres sont vertigineux. En Ukraine, en seulement 2 jours, l'Einsatzgruppe C exécute par fusillade 33 771 civils juifs. C'est le massacre de Babi Yar en septembre 1941. De juillet 1941 à la fin de l'année 1941, plusieurs centaines de milliers de juifs sont abattus. Le rôle de la Gestapo dans ces massacres est primordial, car ces agents forment la majorité des officiers des Einsatzgruppen. Et ce sont surtout les jeunes auxiliaires, les jeunes juristes issus des universités, très jeunes, souvent titulaires d'un simple doctorat, qui prennent la tête de ces groupes d'intervention et sont donc responsables des exécutions de masse qui commencent alors. C'est là, au cœur de la barbarie, que se révèle l'importance de leur formation idéologique. Ce ne sont pas des monstres, c'est l'élite de la jeune génération allemande. Mais ils ont été éduqués dans une vision du monde très particulière et ensuite endoctrinés pour penser d'une certaine manière. Il s'agit vraiment de créer un système qui transforme les gens normaux en tueurs de masse. Et pourtant, même pour ces jeunes fanatisés, assassiner impunément des hommes, des femmes et des enfants ne se fait pas sans un certain coût. Le problème, c'est le coût psychologique que ça a sur les bourreaux. Tendance dépressive, alcoolisme généralisé, autant de signes de traumatisme qui, aux yeux des nazis, posent un vrai problème. Ils nuisent à l'efficacité des agents. Les commandants des Einsatzgruppen se sont plaints à plusieurs reprises que l'exécution en masse de femmes et d'enfants risquait d'entraîner une dégradation de leurs hommes. Le terme est important, dégradation. Et donc ils ont commencé à réfléchir à des alternatives. En août 1941, Himmler effectue une visite d'inspection auprès de l'Einsatzgruppe B. Il assiste à une exécution de masse d'une centaine de personnes. Selon certains témoins, confronté pour la première fois à l'exécution de ses propres ordres, le patron de la SS aurait lui-même été bouleversé. Donc Himmler arrive, assiste à une exécution et commence à fumer, comme le raconte une des personnes qui lui parle juste après, très nerveusement. Donc ce type vient le voir et lui dit « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de créer une génération de brutes et de psychopathes. » Et c'est là que s'amorce le virage entre ces exécutions et une vraie industrialisation des massacres. C'est alors que se tient la conférence de Wannsee qui élabore la solution finale. C'est vraiment une réunion où vont être convoqués tout un ensemble de responsables, non pas politiques du régime, mais de responsables administratifs. Ce sont des membres de l'administration d'Heydrich. Donc il y a Heydrich évidemment, il y a Heinrich Müller, chef de la Gestapo. Heydrich était sans aucun doute l'architecte de l'Holocauste. La Gestapo a organisé la déportation. Et Eichmann devient le maître d'œuvre au service de Heydrich pour l'assassinat des Juifs d'Europe. Il joue un rôle de coordinateur, c'est pas le seul à opérer, mais c'est lui qui va coordonner l'ensemble à l'échelle européenne. Et ce sont eux qui décident du moment et du nombre de Juifs à déporter. Des listes sont établies, d'abord 150 000, puis 50 000 autres. Les déportations de Juifs se généralisent dans toutes les zones sous contrôle nazi. Serge Klarsfeld avait 6 ans en 1941. Originaire de Roumanie, sa famille s'était réfugiée dans le sud de la France, en zone libre, loin de la menace de la Gestapo. En tout cas, jusqu'en 1943. Les Allemands ont occupé Nice immédiatement et commencé des rafles qui ont été des rafles parmi les plus terribles de l'Europe occidentale. La Gestapo travaillait artisanalement. On arrête les gens,
et on procède éventuellement à ce qu'on appelle à l'époque l'inspection physique. On baisse le pantalon et on regarde si la personne a été circoncis ou pas. Serge et sa sœur avaient reçu des consignes très précises à respecter si leurs parents étaient arrêtés. Nous avions des instructions pour aller chez des amis au cas où ma mère serait arrêtée. Si on est arrêté, on va mourir et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est la situation des enfants juifs pendant la guerre. Leur père avait construit un double fond dans un placard pour cacher les enfants en cas de contrôle de la Gestapo. Les Allemands sont arrivés, nous avons vu les projecteurs vers minuit sur le plafond et immédiatement on a fait ce qu'il fallait faire. On est allé dans la cachette avec nos vêtements, ma mère, ma sœur et moi. Et mon père, lui, est resté dans l'appartement. Les Allemands sont montés étage par étage, contrôlés appartement par appartement. Il devait y avoir des dénonciations. Les voisins, par exemple, avaient des faux papiers. On entendait les cris, les hurlements. Le père criait « Police française, au secours, sauvez-nous, nous sommes français ». Lorsqu'ils ont sonné, mon père a ouvert et tout de suite, ils ont posé la question. Nous, on a entendu « Où est votre femme et vos enfants ?» Et il a répondu « Ils sont à la campagne ». Et les Allemands se sont mis à chercher. Et il y en a un qui a ouvert la porte du placard. C'était un profond placard qui entrait dans le mur. Et il a rabattu les vêtements sur la tringle. Mais il n'a pas touché la fosse de la cloison. Il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas un mur. Nous étions vraiment muets derrière. Ma sœur, pour ne pas tousser, avait mis un mouchoir dans la bouche et on est resté comme cela pendant tout le temps que la Gestapo était là. Et ils ont dit à mon père de s'habiller et j'ai retrouvé, par exemple, des avis de recherche de la Gestapo concernant ma mère et ma sœur et moi, avec adresse inconnue. J'ai retrouvé de mon père aussi la liste de déportation. Mon père, malheureusement, quand il est arrivé à Auschwitz, a frappé un capot qu'il avait frappé. Il est mort au bout de 6 mois. Il a été sélectionné pour la chambre à gaz. Contrairement aux enfants Klarsfeld, beaucoup n'auront pas la chance d'échapper aux irruptions surprises de la Gestapo dans leurs immeubles. 1942 voit le génocide passer à la vitesse supérieure. La police politique remplit les nouveaux camps d'extermination avec une rapidité déconcertante. Quand les Allemands arrêtent une personne, déjà ils cherchent à trouver le reste de la famille, les Juifs qu'ils pourraient connaître. Donc il y a tout un travail d'enquête, en allant récupérer, mais on retrouve la logique des archives, les papiers à domicile, les photos. Et on sait par exemple qu'Alois Brunner utilise des physionomistes au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui regardent les photos, se rappellent des visages, pour ensuite les rechercher dans les gares, aux arrêts d'autobus, dans les magasins, les commerces, etc. Donc il y a ce travail d'enquête policier qui continue. 3 ans plus tard, à la fin du conflit, on dénombrera environ 6 millions de Juifs exterminés. En plus de traquer les Juifs, la Gestapo va devoir mener l'enquête sur un phénomène croissant, les réseaux résistants. Retour à l'Ouest au début des années 1940. Après les conquêtes militaires, la Gestapo s'implante dans des territoires occupés et réussit à adapter son organisation. On n'occupe pas les Pays-Bas comme on occupe l'Ukraine et on n'occupe pas l'Ukraine comme on occupe la France. Une des caractéristiques de cette organisation, c'est qu'elle est en constante mutation. Et c'est en fait, nous avons longtemps pensé, nous les historiens, que c'était un handicap. Mais en fait, c'est un avantage. Parce que les national-socialistes ont pu rapidement adapter leur structure aux nouvelles tâches qui se présentaient à eux. En 1941, les effectifs de la Gestapo pour les territoires occupés d'Europe avoisinent les 4000 hommes. Ils sont obligés de s'adapter, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Pour toute la France, c'est 2000 hommes. Donc 2000 hommes pour gérer un pays de 40 millions d'habitants, c'est largement insuffisant. À défaut de recevoir plus d'agents, les hommes de la Gestapo vont contourner le problème en obtenant le soutien des gouvernements des pays occupés. Vichy a coopéré
massivement avec les autorités allemandes, et c'était la police française qui arrêtait massivement. En zone occupée, la police française travaillait avec les Allemands dès 40 jusqu'en 44. Parce que quand vous êtes un flic de Francfort ou de Stuttgart et que vous êtes balancé à Paris, ou à Brest, ou à Nantes, vous ne parlez pas le français, vous ne connaissez pas le territoire et vous ne connaissez pas la population. Elle n'a pas les moyens d'opérer en zone occupée. Il suffit de voir par exemple la RAF du Veldiv. Les Allemands ne peuvent pas l'organiser, ils doivent demander à la police française d'organiser l'opération. Dans un premier temps, les agents de la Gestapo vont jusqu'à connaître un quotidien confortable. C'est le cas de l'unité stationnée à Metz en Moselle, zone annexée par les Allemands. Alors pour la Moselle, on peut dire qu'effectivement, comparé à leurs collègues qui étaient envoyés sur le territoire de l'Est, ils étaient plutôt dans un pays de cocagne. Ils étaient plutôt contents d'être sur place. Ils faisaient la fête, ils avaient leurs vacances, ils avaient les horaires de travail, les horaires d'été, les horaires d'hiver. Mais l'activité répressive a été considérable en Moselle. J'estime qu'à peu près le nombre d'arrestations pour le seul département de la Moselle, c'est à peu près 20 000 personnes. Ce qui est absolument gigantesque, c'est plus que le nombre de personnes arrêtées dans toute la région normande. Dans les territoires occupés, un événement soudain change la donne. En juin 1942, le brillant Heydrich, alors au fait de sa carrière, est tué dans une embuscade par des résistants tchécoslovaques. Heydrich était également un mythe au sein de la Gestapo et de l'Empire SS. Le régime et les SS ont organisé d'énormes funérailles, des obsèques nationales, déployant un faste inimaginable. La mort d'Heydrich met en lumière un nouveau phénomène d'ampleur européenne. L'essor des réseaux résistants, qui deviennent une cible prioritaire de la police politique hors d'Allemagne. Si elle mène une enquête sur un réseau de résistance qui mène de l'espionnage, là, elle va mener un vrai travail de police, normé, efficace, avec infiltration d'agents, surveillance, planque, analyse des preuves matérielles. La collaboration institutionnelle se révèle alors vite insuffisante, notamment en France. Et les nombreuses demandes de renfort restent sans réponse. La Gestapo, une fois encore, s'adapte et va au plus efficace. Elle recrute des civils. Leurs motivations sont variées. Simple survie, conviction politique ou goût du pouvoir et de la violence. Dans certains postes, on va avoir une proportion hallucinante de un Allemand pour 10 Français ou un Allemand pour 20 Français. Il faut bien comprendre que les ultra-collaborateurs français deviennent membres à part entière de la police allemande. C'est-à-dire que ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont des agents de la police allemande qui sont français. Donc il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à des gens qui sont investis d'un pouvoir dont ils usent et ils abusent abondamment. Dès leur formation à Berlin, les agents sont entraînés à recruter ceux que la Gestapo appelle les hommes de confiance, ou Wehrmann, des agents professionnels ou amateurs. Et il y a ce qu'on appelle les agents occasionnels, c'est-à-dire des gens plutôt qui ont une certaine expertise. Un instituteur pour surveiller l'enseignement, un prêtre pour l'église, un cheminot pour écouter ses camarades dans les ateliers. Ils sont formés et on recrute dans tous les milieux. On a des gens qui viennent de la PEC, on a des petites frappes, on a des gens qui sont en perte de repères. Et on a aussi le dernier profil, ce sont déjà des résistants retournés. Soit parce qu'ils n'ont pas pu résister à la torture, soit on leur a promis l'immunité. Et c'est souvent les cas les plus dramatiques, parce que souvent ils vont devenir les agents infiltrés les plus terribles. Ils ont trahi, ils ont changé de camp, ils ne peuvent plus qu'aller jusqu'au bout de leur logique. Briser et utiliser des résistants contre leurs propres alliés, c'est une méthode efficace qui va conduire à un grand succès de la Gestapo, le démantèlement du réseau Alliance. Le réseau Alliance, c'est un réseau de renseignement qui va peu à peu se rapprocher de l'Intelligence Service anglais. Et ce réseau, qui fonctionne très bien, qui est très bien organisé, qu'on appelle le surnom l'Arche de Noé, puisque une grande partie des agents ont comme surnom le nom d'un animal, va être repéré par la Gestapo. À Strasbourg, il y a un jeune homme qui a été envoyé par Alliance pour tenter de constituer le réseau, puisqu'on est en zone annexée. Il est arrêté à Strasbourg, interrogé par la Gestapo Strasbourg, et il parle. Il explique qu'il connaît un certain hérisson, etc. Et la Gestapo fait le rapprochement. Il va y avoir à peu près 150 arrestations qui vont être menées, surtout dans le sud de la France. Il y aura une vague de procès qui vont être menés en décembre 1943 et en février 1944, où tous les condamnés sont condamnés à mort et fusillés. C'est contre cette résistance organisée que la Gestapo va déployer ses méthodes les plus radicales, pratiquant la torture lors des interrogatoires. Il ne faut jamais oublier que beaucoup de résistants, c'est pas péjoratif, ce sont des amateurs. Ce ne sont pas des professionnels, ils n'ont jamais subi un interrogatoire de leur vie.
Et ils ont en face d'eux des gens qui ont 25 ans de métier dans les mains. Le combat est assez déséquilibré. Ces séances de torture vont renforcer dans le monde entier la légende de la Gestapo. Ces agents, professionnels de la manipulation et de l'extraction d'informations, utilisent pour briser l'interrogé un vaste panel de méthodes, des plus subtiles aux plus brutales. Malgré des succès éclatants dans la lutte contre les résistants, la pression est croissante pour les agents de la Gestapo, et encore plus au cœur du Troisième Reich, car les Allemands ont importé de la main-d'œuvre forcée depuis toute l'Europe. Une foule d'ennemis potentiels qu'il faut surveiller. En septembre 1944, on compte près de 6 millions de travailleurs forcés, dont plus de 2 millions de soviétiques qui constituent des rebelles communistes potentiels. Dans l'agriculture, près d'un travailleur sur deux est importé de l'étranger, 1 sur 3 dans les secteurs du bâtiment, des mines et de la métallurgie. C'est une problématique nouvelle, car les nazis étaient aussi incidemment le parti le plus xénophobe de l'histoire allemande. C'est un vrai problème pour la Gestapo, car ils voient chaque citoyen soviétique comme un révolutionnaire communiste potentiel. Des gens sont arrêtés pour être arrivés en retard, pour avoir fait preuve de paresse, pour ne pas avoir enlevé leur casquette quand ils ont croisé l'ingénieur allemand. Souvent, ils sont arrêtés 3 jours plus tard, ils partent dans un camp de concentration. Les travailleurs venus de l'Est sont particulièrement surveillés, considérés comme des sous-hommes dans l'idéologie nazie. On vérifie aussi soigneusement si les travailleurs forcés polonais ou russes sont en contact avec des Allemands. Et s'ils ont des relations sexuelles avec des femmes allemandes, ils sont pendus, publiquement. Alors que la guerre s'enlise, Hitler voit la situation tourner en sa défaveur. Depuis 1942, le front de l'Est est une hécatombe pour la Wehrmacht. Partout en Europe, des maquis, des formes de résistance variées se renforcent. Les Alliés s'apprêtent à débarquer à l'Ouest. De nombreux agents qui ont sévi à l'Est sont redéployés pour prendre la tête de nouvelles sections, y compris en Allemagne. L'objectif est clair, durcir la répression. Les bons Allemands, relativement épargnés jusque-là, commencent à leur tour à subir les pressions et les violences de la police politique. À partir de l'automne 1944, la terreur et la surveillance générale de la Gestapo se tournent à nouveau vers sa propre population, car on peut alors craindre, à tort ou à raison, que l'enthousiasme pour la guerre diminue et que l'adhésion au régime décline suite au bombardement et à la perspective de la défaite. Et donc, la terreur subie par le peuple allemand devient de plus en plus forte. Le nombre d'incarcérations dans les camps de concentration augmente. De nouvelles infractions sont créées, comme l'affaiblissement de la force militaire, un concept incompréhensible. Les effectifs de la Gestapo augmentent continuellement jusqu'à la fin de la guerre. Je pense qu'ils atteignent 30 000, ou même plus. Face à une gestion des populations de plus en plus difficile, la police politique connaît pour la première fois de son histoire un processus de décentralisation. Et tout le long de la frontière ouest, la Gestapo décentralise pour garder le contrôle alors que les Alliés arrivent. Les Alliés approchent, on n'a pas le temps de vérifier si la personne est vraiment coupable ou pas. Le strict respect de la hiérarchie et de la bureaucratie face à l'urgence de maintenir l'ordre commence à craqueler. Les antennes locales de la Gestapo se voient autorisées à appliquer une procédure particulière, dite traitement spécial, sans attendre l'aval de Berlin. Le traitement spécial, ça veut dire normalement une exécution sévère. Au printemps 1945, les Alliés progressent de jour en jour vers l'Allemagne. Hitler envoie à toutes les administrations l'ordre Néron. Toute trace compromettante du régime doit être détruite. La destruction systématique des archives qui en résulte est aujourd'hui encore une des causes de notre méconnaissance de la police secrète. Parce que la Gestapo a elle-même délibérément détruit des dossiers afin qu'on ne puisse pas documenter ces crimes. En mai 1945, c'est la débandade. À Berlin, les chefs tentent le tout pour le tout. La Gestapo voit ses cadres fuir la capitale. Himmler lui-même tente en douce de négocier avec les Alliés. Müller, lui, fait partie du dernier carré de fanatiques qui reste jusqu'au bout avec Hitler dans son bunker de Berlin. Il disparaît sans laisser de traces, dans des circonstances jamais élucidées. À partir de novembre 1945, le premier jugement international des criminels nazis débute, à Nuremberg.
À la base, les enquêteurs alliés n'attribuaient pas une grande importance à la Gestapo. Ils se focalisaient davantage sur la Wehrmacht et la SS. Mais ils ont progressivement pris conscience du rôle joué par les unités de la Gestapo dans les pays occupés. Un rôle si important que la Gestapo dans son ensemble a été déclarée organisation criminelle lors du procès de Nuremberg. La guerre terminée, les compétences très spéciales des anciens agents de la Gestapo deviennent bien attractives dans le nouveau contexte de la guerre froide. La société allemande d'après-guerre voit même fleurir les carrières d'ex-agents de la Gestapo dans les nouveaux services d'espionnage à l'Ouest. Dans les années 1950, la situation avait changé et la plupart des hommes de la Gestapo ont pu obtenir, la plupart mais pas tous, d'être réintégrés dans la fonction publique et même de toucher leur retraite. D'autres fugitifs offrent leur expérience à des régimes autoritaires, en Amérique du Sud, mais aussi au Moyen-Orient. Le savoir-faire policier de lutte contre les juifs et les judéo-bolcheviques, évidemment que contre l'URSS, ça va être tout bénef parce qu'ils savent faire. Ils ont des méthodes, ils ont des connaissances, ils connaissent l'ennemi communiste. De sa création en 1933 à sa disparition en 1945, la Gestapo aura été complice de tous les crimes nazis. Jouissant de pouvoirs exorbitants, elle aura guidé des massacres vertigineux de communautés entières lors de la Shoah par balle, traqué les résistants, organisé la déportation des Juifs et autres catégories indésirables dans les camps, basculant dans une frénésie de meurtre et de brutalité poussée au paroxysme. Dans les derniers jours, avant que les Alliés n'atteignent les villes, c'est souvent la toute dernière chose que les commandants de la Gestapo font. Ils vont chercher dans les prisons 20, parfois 200 ou plus, travailleurs forcés, principalement des Russes, les fusillent, puis jettent leurs armes, jettent leurs uniformes et disparaissent. Alors qu'en fait, il n'y a pas de menace réelle. Ça veut dire qu'une sorte d'automatisme s'est développé ici. C'est l'automatisme de la violence. La plupart sont étonnés d'avoir survécu. Et quelques années plus tard, ils sont à nouveau officiers de police en Allemagne.